Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Duck Hebdo. On continue donc de suivre la Free Agency, les transferts à NBA, un rythme plutôt lent, je pense qu'on peut le dire, mais avec une certaine tension, avec encore une fois cette semaine des mouvements. Bien sûr, on va revenir sur les principaux cas de ces derniers jours. Et donc pour ce podcast sous canicule, on retrouve celui qui vit le dérèglement climatique de l'autre côté du globe, c'est Ben. Comment ça se passe en Corée, Ben? Canicule également? Alors c'est la saison des pluies, aussi appelée Changma. Ici, c'est affreux. Vraiment affreux. Il y a une vidéo sur YouTube des joueurs de Tottenham qui sont en tournée de préparation ici, qui tombent par terre. Je les comprends complètement. Faire une préparation physique ici, ça s'apparente à un suicide collectif, selon moi. Donc, je n'ai pas de canicule, mais c'est pas non plus super agréable. Très bien. Et donc Tom aussi avec nous. Tom, toi tu es chez nous. Comment se passe la canicule? Est-ce que le futur prospect gère bien son intersaison également? Très chaudement. Très chaudement la canicule. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident et c'est pas joyeux tout le temps, surtout le soir quand il fait vraiment très très chaud. Donc il a du mal à dormir. Donc j'ai du mal à dormir aussi. Forcément. Mais voilà, maintenant que les présentations, le contexte est posé, plus grand chose à ajouter, mis à part évidemment le point promo comme d'habitude. Merci d'être avec nous, de nous écouter. Toujours aussi nombreux sur vos plateformes de podcast favorites, sur YouTube bien sûr également. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, vous le savez. Et donc, ça y est, on va parler trade, on va parler offersheet, on va parler Donovan Mitchell, DeAndre Ayton. C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast Duck Hebdo. Donc, messieurs, je vous propose de commencer ce podcast avec l'équipe qui avait lancé les hostilités en premier finalement cet été. C'était le Jazz, bien sûr, avec le transfert de Rudy Gobert. Alors, dans un premier temps, il semblait avoir fait passer le message comme quoi Donovan Mitchell n'était pas forcément disponible, mais il semble avoir changé d'avis. En tout cas, s'est mis à l'écoute des offres potentielles d'autres équipes NBA. Donc finalement, on semble plus partir, pour reprendre le vocabulaire consacré, sur un rebuild plutôt qu'un retooling, n'est-ce pas Tom? Le réoutillage, pour reprendre les mots de Ben, le réoutillage. Ben avait posé la question, une fois le transfert de Rudy Gobert annoncé, est-ce que le Jazz partait pour un retooling, du coup un réoutillage, ou s'il partait du coup pour une reconstruction complète? Et à ça, j'avais répondu que je pense qu'ils tenteront de partir avec Donovan Mitchell pendant peut-être un an. Et ensuite essayer de le vendre plus offrant. Donc c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que Donovan Mitchell, ils écoutent les offres, mais je pense qu'ils sont peut-être aussi à l'aise de le garder. Et pour moi, ce serait peut-être une erreur d'être à l'aise aussi de le garder, puisque ce qui aura de plus de valeur pour cette équipe du Jazz, plus que les pics de draft qu'ils vont récupérer, c'est la position de leur pic de draft à eux s'ils arrivent à s'en défaire assez tôt. Puisque vu l'état de la ligue en bas, si tu commences peut-être, si tu fais 40 matchs avec Donovan Mitchell, peut-être que ton bilan sera pas assez mauvais pour aller bas. Toi aussi Ben, tu comprends alors, revirement de situation, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, cette ouverture du Jazz, un potentiel trade de Donovan Mitchell? Complètement, comme pour un peu paraphraser Tom, mais on se posait la question après le départ de Rudy Gobert. On se posait la question sachant que Donovan Mitchell avait quand même laissé apercevoir des petits signes comme quoi il voulait peut-être partir de Utah. Donc on peut comprendre entre ça, l'arrivée de Danny Ainge, qu'on est parti sur une reconstruction totale. Je pense que si on avait eu quelques indices quand du côté dans le trade avec Minnesota, on n'était pas parti sur un trade à 3, mais vraiment un trade à 2 où c'était alors certes il y avait des joueurs, mais c'était vraiment les pics en réalité qui étaient au centre du trade. Donc effectivement, quand tu as un joueur comme Donovan Mitchell qui selon les années flirte avec notre top 20 de notre DH20, tu peux pas lui vendre un projet dans lequel il y a beaucoup de jeunes joueurs, des pics et pas forcément de projection à court terme ni à moyen terme. Donc c'est pas très surprenant. Après, se pose la question, comme l'a dit Tom, il y a beaucoup d'équipes en bas, on est dans une NBA de plus en plus polarisée, qui a les ressources pour s'attirer à Donovan Mitchell, et là tous les yeux sont rivés vers New York. Ouais, justement, comme tu le dis, les pics, ça pose aussi cette question. Les pics donnés dans le cadre du trade de Rudy Gobert posent la question de la valeur de Mitchell sur ce marché des transferts. Est-ce que tu vas demander autant de pics? Qui est en mesure, comme tu le dis, de le faire et qui a envie également de le faire? On a vu les premières rumeurs de package demandés par le Jazz, notamment aux Knicks, avec des pics et beaucoup de jeunes joueurs. Tom, est-ce que ça va être facile pour le Jazz de trouver chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire l'équipe qui convient à la fois à Donovan Mitchell et à eux avec leurs demandes qui semblent assez élevées, en tout cas dans un premier temps forcément, les enchères sont très élevées au début.
Je pense qu'ils vont quand même pouvoir trouver ça, puisque, enfin, ils ont déjà mis le marché au niveau des pics de draft assez haut avec le transfert de Rudy Gobert. Donc, la grosse problématique, c'est que au bout d'un moment, il y a parmi les équipes qui veulent s'améliorer, t'en as beaucoup qui n'ont déjà plus de pics. Parce que il y a beaucoup de moves où t'as pas mal d'équipes qui ont déjà plus de pics. Donc, il faudrait peut-être essayer de trouver une équipe qui serait entre guillemets au milieu de la ligue, qui serait de monter, plutôt qu'essayer de trouver une équipe qui est déjà au sommet de la ligue, parce que les équipes qui sont aujourd'hui au sommet de la ligue ont déjà pas mal d'assets, en moins. C'est-à-dire qu'ils ont des pics de draft en moins. Donc, pour trouver des équipes qui ont des surplus de pics, il faut aller soit au milieu de la ligue, soit en bas de la ligue en vrai. Et puis au milieu, il y a l'équivalent d'un pic de draft, aussi un joueur drafté il y a peu. C'est-à-dire que il y a un pic de draft dans un futur proche, il y a un jeune joueur, un jeune à potentiel entre guillemets, ce qu'on a pu voir notamment dans le package demandé supposément aux Knicks avec donc les Quickley, les Quentin Grimes, les Obi Toppin, etc. Est-ce que ça peut être ça la solution, la porte de sortie, Ben, un jeune joueur, enfin une équipe avec des jeunes joueurs, des assets qui sont des pics passés mais d'un passé récent, quoi. Oui, ça peut être une solution, Tom. C'est un point que peut-être on abordera cet été. C'est vrai que dans une ligue où d'un côté on a des équipes en reconstruction qui ont des montagnes de pics et de l'autre des équipes qui visent le titre qui n'ont plus de pics, bah il y a un moment où sont les pics. D'un côté ils sont absents et de l'autre et de l'autre ils sont dans des équipes qui ne traderont pas pour Donovan Mitchell. Seul petit problème peut-être, c'est que alors d'un côté Utah, je pense que Utah peut être séduit par ces pièces-là. Si on est face à des joueurs qu'il faut pas payer dans un futur proche, je pense à Tyler Hero par exemple. Il y a beaucoup, la piste Miami s'active beaucoup pour Donovan Mitchell, et je ne pense pas que du côté de Danny Ainge et du front office du Jazz on veuille se mettre dans une situation où on soit obligé de payer un Tyler Hero à court terme. Et aussi, par contre, à l'inverse, avoir des jeunes joueurs qui n'ont pas encore prouvé, ça peut être la solution de la possibilité de les faire éclore, soit de les échanger ou d'avoir des pièces pour la suite. Seul petit problème avec la possibilité de faire arriver Donovan Mitchell dans une équipe de de ventre mou, on peut le dire comme ça. Premier problème, est-ce que Donovan Mitchell sera content? Deuxième problème pour l'équipe de ventre mou, et c'est une réflexion qu'on avait eue avec le trade de Rudy Gobert, est-ce que l'investissement que tu feras niveau pic est justifié par le surplus que t'amènera Donovan Mitchell, en fait? Dit autrement, si tu balances 5 premiers tours de draft, t'es en droit de penser que tu vas passer d'une situation où peut-être tu te bats pour le play-in à une situation où tu passes un premier tour. Je suis pas sûr que Donovan Mitchell fasse ça pour une équipe. J'irais même plus loin que ça. C'est un peu une question qu'on s'était posée en sous-texte avec le trade des Wolves pour Rudy Gobert. C'est-à-dire que quand tu trades autant de pics et d'assets pour un joueur All-Star, de ce niveau-là, en tout cas dans l'élite de l'NBA, généralement ce genre de trade où t'hypothèques ton futur à court terme, c'est pour passer limite. Genre toi t'as dit de play-in à play-off assuré. Pour moi, limite quand tu vas aussi loin dans ce que tu lâches, c'est pour passer de t'es début play-off à vraiment contender. Et la question c'est est-ce qu'il y a une équipe qui est capable de faire ça? Quand tu trades pour Donovan Mitchell, normalement, enfin en tout cas en lâchant un paquet de pics, théoriquement dans ce qu'on a vu dans l'histoire de l'NBA, l'histoire récente, c'est justement ces équipes en haut qui sont juste en dessous d'être vraiment dans les favoris, qui veulent aller passer le step supplémentaire. Et si on prend l'exemple des Knicks, ils ne correspondent pas, qui sont une des équipes citées, ils ne correspondent pas forcément à ça. Miami est peut-être plus proche de ce profil-là, mais comme tu l'as dit, les assets sont peut-être plus incertaines et moins intéressantes en tout cas pour le Jazz. Donc il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Je vous relance là-dessus les gars, mais est-ce qu'on n'est pas juste, notre logiciel n'est pas à jour? C'est-à-dire que les pics ont juste pris tellement de valeur qu'en fait maintenant, trader 6 premiers choix ou 3 choix, 3 swaps, etc. c'est assez pour t'avoir un mec top 20 en fait maintenant. Oui, après ça dépend de ton niveau de désespoir et quel type de joueur tu vises. C'est ça, quel type de joueur tu vises, parce que par exemple si on prend les deux équipes qui sont le plus souvent citées à la course à Donovan Mitchell, qui va être le Miami Heat et les Knicks, on a deux problématiques qui sont différentes. Alors parce que par exemple du côté du Heat, si ils arrivent à récupérer Donovan Mitchell, je pense que la question que tu poses, Ben, elle fait moins sens, dans le sens où on sait que généralement quand tu as déjà un groupe déjà très fort, la troisième pièce, elle peut te coûter plus cher, parce que tu n'achètes pas uniquement la troisième pièce, tu achètes la complémentarité, le complément parfait à ce que tu as déjà. Un peu comme ce que les Bucks avaient pu faire pour Jrue Holiday. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté juste Jrue Holiday le joueur,
ils ont acheté ce que le skill set de Jrue Holiday allait faire pour compléter leur équipe, sachant qu'il y avait personne d'autre sur le marché qui peut faire ce que lui fait si lui sortait du marché. Donc c'est pas uniquement le joueur en lui-même, c'est ce que le joueur arrive à faire pour compléter. Et c'est un peu ce que les Clippers ont eu avec à l'époque quand ils avaient récupéré Marcus Morris, pardon. Ils ont pas acheté uniquement Marcus Morris, ils ont acheté le joueur qui leur permet de faire 5-out en jouant au poste 5 et avec une ribambelle d'ailier. Donc, tu vois, c'est plus que le joueur et son skill set, c'est tout ce qu'il y a autour que tu achètes. Et là où la question peut vraiment se poser, c'est au niveau de New York. C'est New York, en gros, c'est un peu un géant qui dort dans le sens où la dernière star de la magnitude de Donovan Mitchell à avoir été à New York, c'est Carmelo Anthony. Il y a personne entre. Il y a personne entre, et c'est la dernière. Et du coup, le fait de récupérer par exemple un joueur comme Donovan Mitchell, ok, tu vas envoyer des pics de draft, mais faut pas oublier que New York, c'est une équipe, c'est une franchise qui peut potentiellement être attractive s'il y a des joueurs de la magnitude de Donovan Mitchell qui arrivent. Donc, ce que tu perds en pic, tu peux le récupérer en attractivité et tu peux t'ouvrir en fait des portes pour signer certains types de joueurs que autrement il aurait fallu que tu utilises tes pics pour transférer pour. Ouais. Vas-y, je t'en prie, fini. Et simplement pour faire le dernier comparatif avec Miami de l'autre côté. Miami, c'est une équipe. Miami, je vois, c'est une équipe qui peut envoyer des pics à tire-larigot, puisque au final, quand tu regardes leur effectif, ils arrivent à chaque fois, tous les ans, à trouver des gens qui sont pas draftés ou des gens. Donc eux, les pics de draft ont pas forcément une grande valeur, parce que c'est une équipe qui arrive tout le temps à rester compétitive et qui arrive à trouver des joueurs un peu inconnus pour compléter ce qu'ils ont déjà. Ouais, non mais je suis d'accord et je pense qu'on va revenir un peu plus en détail sur l'intérêt New York qui est quand même la rumeur numéro 1, on va dire, autour de Donovan Mitchell. Mais pour répondre à ta question, Ben, moi je voudrais rajouter quelque chose sur la valeur des pics. Finalement, la valeur des pics, elle baisse si on doit en lâcher plus pour un joueur, en tout cas relativement à un joueur. Et je pense que c'est aussi dû au fait que dernièrement, en tout cas pour aller chercher le titre, pour être un contender très sérieux en NBA, le all-in des équipes est de plus en plus fort avec cette histoire des super teams, en tout cas des rassemblements de très forts joueurs, les gros investissements financiers comme ça peut être le cas pour les Warriors, là, champions en titre. Et donc forcément, par effet, j'ai envie de dire d'écoulement, mais pas tout à fait, mais les équipes un peu en dessous, c'est-à-dire que pour t'améliorer, ça te coûte aussi plus cher. Si au-dessus ça coûte cher, bah nécessairement pour être au step juste en dessous de contender, de milieu fin de tableau de playoff, et ben ça te coûte aussi un peu plus en termes d'assets et donc nécessairement de pick qui est l'asset numéro 1 derrière les joueurs et leur valeur terrain. Ah mais je suis complètement d'accord. C'était une question rhétorique parce que je me posais vraiment la question parce que c'est vrai qu'on est arrivé à un stade où en fait je pose cette question parce que j'ai l'impression que cet été, à chaque package, on s'est dit ça fait cher. En fait, c'est juste peut-être que le marché a été redéfini et que maintenant c'est ce qu'il faut pour un tel joueur. Et la question suivante pour moi, c'est est-ce que du coup les pics, on n'est pas arrivé à un moment où les équipes en envoient trop en fait, tout simplement parce que tu peux pas hypothéquer ton futur si loin si ça ne te, enfin dans mon logiciel qui est peut-être périmé, si ça ne te garantit pas une finale de conf, disons. Parce que par exemple, Minnesota n'a pas de finale de conf garantie, en fait. Si une équipe... Personne ne l'a, Ben, tu vois ça? Personne ne l'a, ça. En fait, ça dépend de la valeur de retour sur investissement. Toi, tu la donnes sur le terrain. Donc, effectivement, bon, il y a toujours des incertitudes, même s'il y a des équipes qu'on pense plus facilement revoir en finale de conf que d'autres. Mais peut-être que le retour sur investissement, c'est... comme disait Tom, l'attractivité de ton équipe. Donc, tu estimes que dans les 4-5 ans, au lieu d'avoir des pics, tu vas attirer des free agents ou plus facilement avoir des joueurs qui vont demander à être tradés chez toi. Et aussi, je sais pas, tu vas vendre des maillots, tu vas remplir ta salle. La question des rentabilités de ces trades-là se pose au-delà, peut-être, des résultats terrain, tu vois. Totalement, mais tu vois, si on parle sur un temps de 3 ans, si tout va bien, je suis d'accord. Personne n'a peut-être de garantie à 100% sur une finale de conf, mais si tout va bien, en théorie, il y a des équipes qui sont programmées pour aller en finale de conf. Les Lakers, les LeBron James étaient programmés pour aller en finale de conf. Oui, mais tu vois, Tom, si tu bases ton projet, pour moi, en fait, c'est justement le piège dans lequel, pour toutes les équipes NBA, c'est se dire, mais en fait,
il y a une porte, en fait. Regardez, Boston y allait, regardez, Phoenix y allait. Donc, en fait, c'est le mécanisme de pensée qu'adoptent toutes les équipes NBA, c'est se dire, mais attendez, nous, les Hawks, on est allés en finale de conf. La porte, elle peut s'ouvrir, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que toutes les équipes NBA pensent comme ça, alors qu'en fait, quand on fait les comptes à la fin, c'est toujours les 3 ou 4 meilleures équipes de l'année qui gagnent. La théorie du trou de souris NBA reste assez difficile à expliquer, à prouver. Donc, en fait, c'est pour moi, là, le vrai danger, c'est que des équipes sont en train de se convaincre qu'elles ont une fenêtre, alors qu'en réalité, c'est des anomalies qui leur permettent d'aller jusqu'au bout. Ouais, je pense que tout va bien, Tom? Alors qu'un pigeon vient de débarquer dans ma chambre. Eh ben, pourquoi pas. On a un nouvel invité dans le podcast à 4, pourquoi pas. Exactement. Du coup, je pense qu'on y reviendra sur cette histoire des valeurs retraites. Tu veux le sortir, ton pigeon, Tom, ou tu continues? Je sais pas si je vais y arriver. Bon, vas-y, on continue. Je le sortirai après. Ouais, on reviendra, je pense, sur cette valeur des pics, sur le coût des trades et ce que ça peut impliquer. Ça peut faire un bon podcast, d'ailleurs, dans l'intersaison. Mais on va revenir au plus proche du cas du jour, qui est ce cher Donovan Mitchell, et donc passer au cas pratique des Knicks. Tu as commencé à l'évoquer, Tom. Et donc Ben, je vais me tourner vers toi. T'as posé une question, hop, je t'en pose une en retour. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour les Knicks de cibler Donovan Mitchell, notamment sur cette intersaison-ci? Est-ce qu'il ne souffre pas aussi de ce que tu évoquais gentiment avec les Hawks, que tu sembles apprécier, de cette théorie de se dire on veut passer un step, on s'est vu fort il y a 2 ans, on peut continuer à aller sur cette pente ascendante, capitaliser là-dessus, pardon. Ou est-ce que, au contraire, comme disait Tom, c'est une bonne idée pour différentes raisons, peut-être ton attractivité, etc. Moi, je suis fasciné. J'ai l'impression que enfin, les fans des Knicks ont été vaccinés. C'est-à-dire que, alors, bien évidemment, Twitter est une focale totalement trompeuse, mais j'ai jamais vu autant de fans des Knicks à l'évocation d'un mec top 20 NBA se dire, oula, peut-être pas. Alors, peut-être parce que d'habitude, c'était plus dans des free agency, donc considération était tout autre. Est-ce que c'est une bonne idée pour eux, Donovan Mitchell? Alors, je vais pas faire dans l'original, Adrien. Cette partie pourra pas être mise sur Twitter. Ça dépend du package. Si le package, comme on l'a dit, revient à envoyer beaucoup de premiers tours de draft, je sais pas si c'est une bonne idée. Il n'empêche, on peut se dire aussi, Tom l'a dit, par rapport aux Knicks, ils ont une potentielle attractivité. Faut aussi regarder dans le rétroviseur et se dire que ils ont eu beaucoup de choix loterie. Mis à part RJ Barrett, quel choix loterie qu'ils ont fait s'inscrit dans leur futur à long terme? J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Donc ça peut être une logique qui peut les amener à envoyer ces choix-là. Encore une fois, je vais reprendre nos classiques. Tout dépend où veut aller le propriétaire, en fait. Si tu veux faire de New York une équipe qui se bat pour les playoffs tous les ans et que c'est ça le plus important pour toi et c'est retrouver la respectabilité, oui, je pense que ramener Donovan Mitchell, ça peut être une bonne idée. N'empêche, avec ce que tu as fait cet été sur Bronson, se posera la question de la complémentarité du backcourt. Ça peut être compliqué, mais je peux comprendre. Après, si l'objectif des Knicks, c'est de se voir cette grande destinée qu'une partie des fans des Knicks pensent qui revient à leur franchise, c'est-à-dire de viser très très haut à moyen terme, je suis pas sûr que ce soit le trade que tu fasses. Après moi, est-ce que je le fais? C'est pas mes pics, donc oui, je pourrais le faire. J'oriente pas la question pour toi, Tom, la même. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour les Knicks? Je pense que oui, Donovan Mitchell, clairement, c'est une bonne idée puisque je pense pas que, quand tu regardes encore une fois l'historique des Knicks, il n'y a pas de joueur de cet acabit qui est arrivé en fait dans cette équipe-là. Le dernier gros coup qu'ils ont pu faire à la free agency, c'était le Mayer. Alors oui, c'était un statut encore plus élevé que Donovan Mitchell, mais c'est surtout aussi parce que les Suns avaient refusé de le payer et qu'il était là-bas. Mais après, faut pas oublier que Donovan Mitchell, il y a des trucs qui sont intéressants par rapport à lui, c'est-à-dire que c'est un mec qui a toujours disputé les playoffs depuis sa saison rookie. Quand tu prends les moyennes de points, parce qu'il a joué 39 matchs en playoff. Quand tu prends les meilleures moyennes de points sur 39 matchs en playoff, voici les personnes qui sont devant Donovan Mitchell. Alors, je reprends mes notes. Michael Jordan, Luka Doncic, Allen Iverson, LeBron James, Kevin Durant. C'est tout. Et James Worthy, pardon. C'est tout. Honnête. Donc, et Jerry West, pardon. Et Jerry West. Donc, du coup, ce sont les personnes qui sont, en termes de moyenne de points à plus de 39 matchs joués. Donc, c'est un joueur qui est productif. C'est un joueur qui est jeune, relativement jeune, qui vient de débuter son 2e contrat et qui est à la lutte, comme l'a dit Ben, pour être dans des All-NBA, c'est un All-Star legit, entre guillemets, et qui est à la lutte pour être dans des All-NBA, tu vois. Donc,
c'est pas un mec en fin de carrière ou je sais pas moi, un joueur qui est très très irrégulier. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé lors de ces playoffs et par exemple les clips défensifs qui sont sortis sur lui sont très accablants, mais faut pas oublier que Donovan Mitchell c'est quand même un très très bon joueur de NBA. Alors oui, il est pas au même niveau que les grands initiateurs qui sont en liste pour les All-NBA First et Second Team, mais par contre, est-ce que voir Donovan Mitchell, par exemple, All-NBA Third Team dans les 3-4 prochaines années, au moins une ou deux fois, pour moi, ce serait pas déconnant. Donc, avoir un joueur aussi jeune de ce talent-là qui est disponible à toi, pour moi, il faut que tu essayes de le récupérer, puisque par rapport à ce que eux ont en magasin aujourd'hui, je vois personne dans leur équipe qui peut se rapprocher de ce que fait Donovan Mitchell d'ici 2-3 ans. C'est sûr, mais moi je vais donner certaines réserves du coup pour aller un peu dans l'autre sens sur ce trade, alors qu'ils seront pas les réserves sur le développement des jeunes joueurs, etc. Je pense que tu as bien illustré la valeur terrain de Donovan Mitchell. Ce qui m'embête, c'est de faire les deux moves, celui dont on a parlé la dernière fois pour Jalen Brunson et celui pour Mitchell, dans la même intersaison. Alors là, la question est forcément biaisée parce qu'ils ont commencé par Brunson et t'as Mitchell maintenant. Le truc, c'est que quand tu offres le contrat à Brunson pour le faire venir, c'est pour le sortir, soi-disant, de l'ombre un peu de Luka, lui donner la balle en main et lui offrir la création principale de ton attaque. Si tu ramènes Mitchell, eh bien, t'as le même problème. Enfin, t'as plus ou moins le même profil de joueur, pas tout à fait, bien sûr, mais t'es quand même sur un petit guard qui a besoin d'avoir la balle dans les mains pour créer pour lui-même, même si un peu pour les autres. Donc les deux moves en même temps posent une certaine limite. Après, je te rejoins, je pense que si tu as la possibilité de le faire, c'est dommage de ne pas le faire, mais tu peux créer une frustration auprès de Jalen Brunson. Et après, il y a la complémentarité de terrain que Ben avait rapidement évoqué sur ton bas court qui est petit, qui va pas défendre des masses. Donc ça va te poser d'autres questions. À court terme, là, si tu fais le move pour Mitchell, pour moi, t'hypothèques une saison, entre guillemets. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux faire, mais sur la saison prochaine, tu vas avoir du mal ensuite, à concrétiser tout de suite. Tu vas avoir plein de questions qui vont se poser, en tout cas, j'imagine. Moi, je comprends, mais je suis pas là où je suis pas forcément d'accord avec ça, c'est qu'en fait Donovan Mitchell, quand tu regardes même avec Utah, il y a Donovan Mitchell, il joue sa partition et t'avais Mike Conley qui jouait la partition pour les autres. Donc je pense que tu peux être avec du coup Brunson qui joue la partition pour les autres et Donovan Mitchell qui reste dans son rôle. Alors oui, mais Brunson c'est pas Mike Conley. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est là où je trouve les role-players des Knicks. Ouais. Sachant qu'une partie va partir dans le package si trade il y a. Oui, je suis d'accord avec vous de ce côté-là. Mais d'un côté, c'est vrai que en plus on en avait parlé justement à la fin du dernier podcast, on disait que effectivement le fait de faire venir au Brunson si Donovan Mitchell devient libre, c'est un peu moyen. Tu vois, on l'avait dit il y a juste une semaine. Il y a juste une semaine comme quoi on était un petit peu éclairé là-dessus. Mais au final, je trouve que ok, ça apporte des points d'interrogation, mais est-ce que c'est pas bien mieux que avoir RJ Barrett et Emmanuel Quickley, ça, tu vois, Emmanuel Quickley, parce que au final, ce qui se passe, c'est que si tu fais venir Donovan Mitchell, l'importance entre guillemets que prend RJ Barrett dans le projet est tout autre. C'est-à-dire que si tu restes comme ça, là RJ Barrett demain il te dit il veut le max, tu te retrouves dans une situation un peu à la DeAndre Ayton, quoi. Parce que tu veux pas forcément lui donner, et s'il arrive sur le marché, quelqu'un peut lui donner à ta place l'année d'après. Il a trop d'importance dans le projet. Alors que si tu fais arriver entre guillemets une star référencée dans le projet, ben ça le rend un peu moins important pour le bon fonctionnement de ton équipe. Alors tu auras une certaine valeur affective parce que tu l'as fait grandir, c'est un peu ton projet de draft et c'est potentiellement le premier joueur depuis Charlie Ward qui peut signer une extension après son contrat rookie avec les Knicks. Mais si tu veux, tu peux te permettre de jouer un petit peu avec le feu si tu as entre guillemets Donovan Mitchell. Ce que tu ne peux pas te permettre si tu ne l'as pas, parce que tout ton projet en fait va rester dévolu à la progression d'RJ Barrett, quoi. Ben, un mot à ajouter ou on est bon pour le cas des Knicks? Non, vous avez tout dit. Peut-être juste sur la paire Brunson-Mitchell. Moi, j'apprécie vraiment le fait que ça ne fait pas de Donovan Mitchell le porteur de balle unique et quasiment omnipotent d'une attaque, parce que clairement ça marche pas, et je pense du côté d'Utah on a été un peu vacciné de courtes périodes où ça s'est passé.
Après, par rapport à ce que vous avez dit, là où je suis d'accord, ça pourrait d'ailleurs enlever un peu la balle des mains d'RJ Barrett, qui pas une mauvaise chose, peut-être qu'on le surresponsabilise à ce niveau-là. Par rapport à ce que a dit Tom, je comprends que ça peut être une bonne association. Je reste quand même très sceptique sur le niveau des roleplayers d'Enix, vraiment, parce que les roleplayers d'Utah sont quand même été des mecs qui, je pense que Danny Ainge va essayer d'en tirer quelque chose. Donc, c'est des mecs qui ont de la valeur. Là où, surtout avec la manière dont Thibodeau traite un peu ses roleplayers, je suis pas sûr que ça aura beaucoup d'intérêt. Et deuxième chose, par rapport à Donovan Mitchell, petit point positif cette fois-ci, le mec a vraiment envie de jouer au Knicks. Donc, faut saisir cette opportunité. Les appels de phare, c'est même plus des appels de phare, c'est des appels de phare d'Alexandrie. Je veux dire, il veut vraiment jouer au Knicks. Donc, autant saisir cette occasion. Profiter encore du peu de rayonnement, c'est un peu difficile de dire ça, mais profiter de ce rayonnement-là pour l'attirer un mec du cru. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était Kemba Walker. Donc, espérons que si ça se fasse, ce soit pas la même réussite. Mais voilà, c'est pas fou, quoi. Contrairement à ce que pensent les fans des Knicks, on ne rebute pas toutes leurs initiatives. Là, je serais prêt à le faire. Et pour conclure le dossier Mitchell, on a beaucoup parlé des Knicks. Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre peut se glisser dans l'histoire? Il y a le Heat, effectivement, où on parle. En tout cas, le nom est évoqué, mais en termes de package, tu l'as évoqué rapidement, Tom, ça semble assez limité. En tout cas, si on n'a pas une autre équipe qui vient se glisser des OKC avec des pics ou que sais-je. On a aussi vu j'ai vu passer quelques noms type Toronto également si le dossier KD ne peut pas se faire, qu'il y a quand même quelques joueurs qui peuvent être intéressants. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous inspire dans tout ça? Est-ce que quelqu'un pourrait venir troubler cette histoire? Alors, moi, c'est une équipe qui a pas été mentionnée, mais moi, j'aurais bien aimé Indiana. Tu vois, j'aurais bien aimé Indiana parce que je trouve que Haliburton, c'est la personne parfaite qui pourrait jouer aux côtés de... Dans ce que tu disais. De Donovan Mitchell, tu vois, un peu dans ce que je disais. Après, ils ont drafté Mathurin. Ils ont déjà Buddy Hield qui, bon, normalement, il devrait pas faire long feu, devrait pas faire de vidéo dans l'Indiana, mais tu vois, dans le côté théorique de l'association, je trouve que, tu vois, un backcourt avec Haliburton qui est grand, qui est playmaker, qui est un joueur de pick and roll, mais qui peut aussi faire le connecteur, aux côtés d'un mec comme Donovan Mitchell, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouverais ça intéressant, mais on voit que voilà, ils sont pas forcément dans la timeline de récupérer un mec comme Donovan Mitchell, et je pense que ce que eux ont à disposition n'est pas ce que le Jazz va forcément attendre. Donc voilà. Sinon, comme tu l'as dit, Toronto, mais bon, Toronto, moi c'est pas une équipe qui m'inspire vraiment pour Donovan Mitchell, puisque tu vois, on faisait le parallèle avec Brunson, mais tu vois, Van Vliet, Mitchell, par rapport à leur philosophie de prendre que des gars qui sont entre 2m3 et 2m10. Tu vois, ça, enfin, donc, voilà. Donc, moi, c'est vraiment ces deux équipes-là, en dehors du coup de Miami et des Knicks, qui feraient plus sens en fait pour Donovan Mitchell. Après, peut-être qu'il y a une équipe qui se cache. On sait jamais. Il y a des choses comme ça. On va avoir un deal avec une équipe qu'on n'a jamais mentionnée qui va arriver, quoi. Par rapport à Toronto, j'ai l'impression qu'ils sont mentionnés dans absolument tous les gros dossiers actuellement, parce que on en parlait dans une NBA polarisée. C'est une des rares équipes qui a des joueurs à proposer. C'est pour ça ils sont cités absolument partout. Donc forcément, vu qu'ils ont des joueurs, on les met partout parce qu'ils sont un peu dans l'entre-deux entre ces équipes qui jouent le titre, qui ont tout balancé, et celles qui compilent tout. J'ai rigolé quand Tom a dit Indiana parce que le mec a passé le début de sa carrière à Utah, il veut aller aux Knicks ou à Miami, et Tom lui propose Indiana. C'est juste pour le concept que j'ai beaucoup. Même si le fit a du sens, la destination m'a fait beaucoup rigoler. Voilà. Évidemment. Merci de la précision, parce que j'allais te demander pourquoi tu t'étais marré. Donc toi, mais effectivement, il y a cette histoire de Toronto qui est aussi, tu as dit qu'il y a des joueurs et qui est aussi dans cet entre-deux où il leur manque. Enfin, ils ne sont pas certains de la pièce, enfin du franchise player entre guillemets, du gars qui va te faire passer le step du dessus. Donc ils semblent être à la recherche de ce profil-là, que ce soit en se positionnant sur le dossier KD, des rumeurs sur Donovan Mitchell. On verra bien donc dans les prochains jours. À tout moment, le trade peut se déclencher. On sait que quand on enregistre dans les heures qui viennent, on croise les doigts pour que le trade ne se fasse pas, pour qu'on soit pas daté. Et donc voilà pour le cas Mitchell. On va parler de l'autre cas de cette semaine, un cas lui qui a été acté pour le coup. Un certain DeAndre Ayton, alors qu'il y a un cas qui a beaucoup fait parler, pour faire l'historique très très rapide, des playoffs compliqués, en tout cas avec des critiques autour de DeAndre Ayton, qui voulait un max, qui n'était pas sûr de l'avoir. Finalement, il était donc agent libre restreint, hein, c'est à signaler. Et finalement, les fameux Pacers dont on parlait lui proposent
un contrat de 133 millions sur 4 ans et les Suns se sont alignés. Alors Ben, je vais te lancer tout de suite dessus. Donc Ayton est de retour au bercail et c'est vrai qu'on avait beaucoup vu, certains ont été surpris de ça. Chez nous, côté Dunkebdo, peut-être un peu moins, du fait que les Suns matchent. Alors, ce dossier est intéressant parce que si tu décales, tu mets le contexte de côté, tu te dis un jeune pivot qui a le pédigré du premier choix de draft, qui progresse, qui est un des meilleurs à son poste, qui est le membre d'une équipe qui a joué les finales, en soi, matcher un max, c'est logique. Mais quand tu prends tout le contexte, d'avant-saison, où tu ne lui as pas donné son max, qui te fait économiser que quelques millions pour avoir un peu endommagé une relation. Passons. Quand tu prends ce qu'avait dit Monty Williams après le match 7, le Bérésina total contre Dallas, où clairement, le fait que DeAndre Ayton n'avait pas beaucoup joué, il y avait pas besoin d'avoir des sources inside pour savoir qu'il y avait quand même des petites tensions. Quand tu sais qu'Ayton voulait un plus gros rôle et que je pense pas qu'à l'heure actuelle, dans cet effectif-là des Suns, son rôle va être décuplé, tu te dis que en fait, le couple se reforme. Bon, ils se sont séparés 3 minutes, mais le couple se reforme. Mais tu te demandes en fait jusqu'à quand. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. J'écoutais des émissions, je lisais des articles, et on se pose déjà la question, est-ce qu'il finira ce contrat-là du côté des Suns? Donc en fait, on a l'impression que le contrat a été signé faute de mieux, parce que tu pouvais pas perdre, c'est inconcevable de perdre DeAndre Ayton contre rien, mais de l'autre, j'ai l'impression que personne ressort satisfait de cette histoire-là. Les Suns retrouvent leurs joueurs, mais il y a une relation à reconstruire. DeAndre Ayton aura forcément la frustration de se dire tout ça pour ça, c'est-à-dire vous avez refusé de me le donner pour s'aligner sur une offre certes moins importante, mais qui non plus se joue pas à 100 millions près. Donc, il revient. Moi, j'avoue être un peu surpris quand même, parce que je trouvais que ce qui sortait au niveau de la relation, ça avait l'air vraiment, vraiment détérioré. Il revient, mais c'est bizarre en fait. C'est vraiment bizarre. Même impression, Tom? Oui, c'est un peu bizarre. Après, DeAndre Ayton, enfin, je trouve que pour un jeune pivot, c'est quelqu'un qui a quand même prouvé pas mal de choses l'an dernier dans sa campagne de playoff et même cette année, puisque on a peut-être tendance à l'oublier par rapport à la série du Jazz, mais il est essentiel pour que les Pelicans arrivent à pour que les Suns arrivent à passer les Pelicans au premier tour, notamment pour clôturer la série. Je crois que ce seront les matchs 4, 5, 6, où il est vraiment étincelant offensivement, en l'absence de Devin Booker. On a pas mal parlé de Chris Paul, mais lui aussi, il a totalement surdominé son match-up pour permettre aux Suns, du coup, d'avancer. Donc, je trouve que c'est vrai que ce que Ben disait, c'est totalement inconcevable, en fait, de perdre un joueur aussi important, de ce qui fait ton identité, en fait, réellement, et un ancien premier tour de draft. C'est totalement inconcevable de le perdre contre rien. Après, c'est le jeu de la restricted free agency, j'ai envie de te dire, c'est un peu c'est le jeu est-ce qu'une équipe extérieure t'aime autant que nous on t'aime, en gros. C'est ça en fait, c'est ça. Et du coup ils ont tenté, les Suns pour le coup, ils ont perdu à ce jeu-là puisqu'ils ont été obligés de matcher une first et ça leur complique pas mal de choses, en tout cas cette année, si jamais ils veulent se séparer de DeAndre Ayton. Mais après, l'important c'est que ils réussissent à garder ce joueur-là parce que c'est une équipe qui, au final, a une TNM qui s'étend peut-être pas plus loin que le niveau de Chris Paul. Et Chris Paul qui est plutôt jeune, s'il lui reste 2 saisons, vaut mieux avoir DeAndre Ayton pour 4 que ne pas l'avoir du tout. Oui, tout à fait. On connaît l'adage. Il faut avoir soit des mecs au max, soit au minimum. De toute façon, tu peux récupérer, je sais pas moi, pour 10%, pour 30% de moins, tu peux récupérer 70% de production équivalente. Sauf que les 30% restantes, c'est en playoff que tu les vois en fait. Ouais, donc pour résumer, pas une surprise finalement que les Suns s'alignent puisqu'ils ne peuvent pas perdre leur numéro 1 de draft pour rien dans une restricted free agency. Ce serait quand même une très mauvaise image, puis en plus ce serait une mauvaise chose globalement. Un profil assez unique et qui a de l'importance, comme tu l'as souligné Tom. Peut-être ce qui était plus une surprise, c'est justement cette histoire de laisser faire entre guillemets le reste de la NBA en attendant qu'une équipe lui propose quelque chose, en espérant, en croisant les doigts pour que ce soit pas un max. Bon, raté. Et on en arrive donc à cette fenêtre. Effectivement, je pense que la transition est bonne, men.
la problématique des Suns, tu l'as dit, c'est une équipe qui a vu les finales il y a pas si longtemps, il y a 2 saisons maintenant, qui a vu les finales NBA, qui a un groupe qui est certes plutôt jeune globalement, mais qui est quand même mené par un Chris Paul qui est plus proche de la fin que du début maintenant. Et donc, si tu veux capitaliser sur cette fenêtre, elle semble assez courte, en tout cas à court terme dans cette configuration-là. Est-ce que du coup c'est positif ou négatif selon toi d'avoir Ayton au max pour cette fenêtre-là? Bah, ce débat existe beaucoup est-ce que la fenêtre des Suns ne s'est pas déjà refermée? Bon, je donnerai pas mon avis là-dessus parce que je pense que l'avenir pourrait me contredire. Ce qui est sûr, c'est que t'as dit que c'est expérience. Ouais. Au bout d'un moment, on apprend de ses erreurs. Après avoir chuté beaucoup de fois. T'as dit un truc intéressant, Adrien. C'est un groupe jeune, mais la grande différence avec il y a 2 ans, c'est un groupe qui a été payé maintenant. Bridges a pris l'argent, Ayton a pris l'argent. Et Chris Paul avait déjà l'argent. Et Booker aussi. Donc, en l'occurrence, c'est un groupe qui coûte plus cher. Et donc là, déjà au niveau des moves, alors déjà Tom l'a dit, mais pour DeAndre Ayton, va falloir patienter pour le bouger. Donc déjà, à court terme, Kevin Durant, c'est hors de propos, même si est-ce qu'ils étaient vraiment intéressés par DeAndre Ayton, la question se pose. Et puis maintenant, c'est surtout que, on l'avait dit, on en avait beaucoup parlé pendant les finales des Suns. Il y avait un peu ce sentiment que c'est une équipe qui était pas préparée à ça, qui avait pas certains profils et tout. Quand Sarver, qui est quand même pas connu pour être le propriétaire le plus dépensier de la NBA, se met dans la luxury tax, clairement, il y a des obligations de résultat. Donc, par rapport à leur fenêtre, pour moi, c'est pas tellement est-ce qu'elle est refermée ou pas fermée, c'est que maintenant, ils affirment qu'ils veulent jouer le titre. Maintenant, ils se cachent plus. Par rapport à ça, une des conséquences, et il y a beaucoup de débats autour du contrat de DeAndre Ayton, est-ce que c'est un contrat qu'on veut avoir ou pas? En fait, pour moi, la question, c'est de savoir, quand un joueur au max, est-ce qu'il va être dans l'élite à sa position pendant la durée de son contrat? Est-ce que DeAndre Ayton peut être un des 5 meilleurs pivots de la NBA dans son contrat? En vrai, je trouve pas ça fou à penser. Parce qu'il s'en rapproche grandement. C'est pas fou de le penser qu'il peut être top 5 pivot dans le futur. Parce que c'est un mec qui s'est pas approché du DH20. Et oui, certes, le top 20 pivot est difficile à atteindre, mais il peut atteindre ce niveau-là. Mais en fait, c'est la condition sine qua non pour que ce contrat-là ne devienne pas mauvais. Parce que dans un poste de pivot, je vais pas monopoliser la parole, qui se polarise entre des solides titulaires et des mecs au max ou au super max. Si t'es au max, mais que ton niveau, il est entre les deux groupes, c'est de la plus-value, c'est quoi l'antonyme de plus-value? Sous-value? Moins-value? Moins-value. c'est de la moins-value pour ton équipe. Et du coup, tu ne peux pas te permettre ça. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que DeAndre Ayton sera un top 5 pivot pendant la durée de son contrat? Donc, après un pari sur la free agency, un pari sur la progression de DeAndre Ayton pendant son contrat, Tom, est-ce que tu valides le pari? Oui, après plus que la progression et sa valeur, c'est peut-être aussi la progression de son rôle et de son niveau de responsabilité dans l'équipe en fait. C'est ça parce que quand tu regardes, comme tu disais Ben, quand tu regardes les pivots aujourd'hui, la grille salariale au niveau des pivots, t'as des gars qui sont au supermax, donc des Rudy Gobert, Joel Embiid, Nikola Jokic, voilà, tu vois les mecs comme ça. T'as des gars qui sont au max et qui ont signé le supermax. Donc, par exemple, t'as Karl Anthony Towns, qui est aujourd'hui au max, mais qui a signé la prolongation supermax. Et après, t'as un gars qui est seul au max, c'est Bam Adebayo. En gros. Qui est pas forcément considéré comme un pivot, mais c'est le pivot du hit, c'est Bam Adebayo. Et tu as DeAndre Ayton, à ce niveau-là. Et après, quand tu regardes en dessous, tu tombes vite sur du Vucevic, enfin, sans offense, hein. Sur du Nick Vucevic qui est beaucoup plus âgé et si tu fais une projection sur les 3-4 prochaines années, on peut se dire que l'écart entre Ayton et Vucevic va se creuser. Si ensuite tu arrives sur le théorique Miles Turner, t'as que Jared Allen en fait qui est un peu dans Jared Allen et John Jackson en fait, qui sont un peu dans le même range en termes d'âge. Dans une courbe ascendante, en tout cas, a priori. Voilà, c'est ça. C'est une courbe ascendante. Après, tu peux rajouter les Robert Williams. Même Al Horford, tu vois. Al Horford aussi, qui est aussi dans ce classement-là, mais qui est aussi sur la pente plutôt descendante. Donc, du coup, la problématique, des fois, c'est qu'on se dit que tu paies, généralement pour le passé, tu paies la production passée pour les joueurs. Sauf que là, DeAndre Ayton, c'est un peu l'inverse où, les Suns paient pour le futur.
Et du coup, c'est ce que je trouve intéressant dans ce pari-là. Je pense que c'est un gars qui va valoir le max dans quelques temps, puisque quand tu regardes encore une fois à cette position-là, t'auras un vide. Et il a déjà montré. C'est un intérieur qui est polyvalent, qui est bon défensivement, qui peut jouer tout type de couverture défensive, donc il t'apporte un peu de flexibilité. Alors, il n'est pas forcément élite partout sur les différents types de couverture, mais c'est quelqu'un qui est solide et qui n'est pas négatif en fonction de la couverture que tu peux jouer. C'est quelqu'un qui peut te permettre aussi de jouer avec un deuxième intérieur, parce qu'il a déjà fait en NBA et il a aussi fait à la fac. Et offensivement, c'est quelqu'un qui est un excellent finisseur au cercle. Et en termes de production offensive, c'est quelqu'un qui est souvent, enfin sur ces 4 saisons, il est 3 saisons au-dessus du 84e centile au niveau de la production et du point par tir. Donc c'est quand même une arme et c'est un joueur déjà affirmé. Là, ce qui va faire la différence sur est-ce que son profil là vaut cet argent-là, c'est à quel point il est capable lui d'étendre son rôle et d'impacter un petit peu plus l'attaque, notamment sur le playmaking sur short roll, parce que c'est quelqu'un qui a progressé sur le short roll, mais qui est plus dans la sanction que dans la génération d'avantages supplémentaires pour ses coéquipiers. Et est-ce qu'il va pouvoir continuer à être aussi durable qu'il l'a été? Alors oui, cette saison, il a eu des problèmes de durabilité, mais en dehors de sa suspension qu'il avait eue, c'est quelqu'un qui est toujours présent. Et ça a de la valeur parce que quand tu as quelqu'un qui est toujours présent et qui joue sur un bon nombre de minutes, ben t'as pas à avoir à payer un backup. C'est vrai que la question de la présence revient de temps en temps, c'est vrai que c'est important. Mais pour revenir sur la question que tu posais de payer le futur, finalement on est sur une première prolongation pour DeAndre Ayton. Est-ce que ça devrait pas être la norme? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas une anomalie plutôt quand sur cette prolongation-là, quand tu vas avoir des Luka Doncic pour prendre un exemple parmi d'autres, de déjà payer le passé parce qu'en fait il était sous-payé comme jamais. Finalement, pour un rookie, alors c'est un numéro 1 de draft, du coup ça biaise un peu, et puis de la même draft, donc forcément ça biaise un peu le ressenti qu'on en a. Mais finalement, sur cette prolongation-là, c'est justement, théoriquement en tout cas, celle où t'es entre les deux, où tu vas commencer à payer la fin de contrat où t'étais sous-payé parce que t'es quand même un très bon joueur, et la suite en se disant on pense potentiellement que tu vas continuer ta progression à aller plus loin. Donc c'est certes une question qui se pose, c'est-à-dire que le fait qu'il paye le futur peut amener certains doutes, on va dire, mais finalement c'est le jeu de cette prolongation-là. Cette prolongation, elle sert à poser cette question-là, et justement c'est le rapport de force à ce moment-là entre l'équipe et le joueur. Mais en fait, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'on se pose pas cette question-là en ces termes-là, parce que des joueurs de ce calibre-là, normalement, leur extension, ils l'ont avant leur quatrième année. Donc, quand on voit les montants qui tombent une semaine avant, on fait des émissions là-dessus, on fait bon, certes, ça a l'air beaucoup, mais en vrai, ça, sur la longueur du contrat, avec une progression, ça devrait être. Là, c'est que la question, les Suns se sont mis et se sont posés eux-mêmes des problèmes avec la manière dont ils ont négocié, en fait. C'est pour ça qu'on en vient à réfléchir en DeAndre Ayton dans ces termes-là. Il y a aussi peut-être la question des Suns, on l'a parlé de leur fenêtre. Bizarrement, on demande aussi à Ayton d'être très fort très vite parce que l'équipe est jeune, mais la raison, l'accélérateur, ça a été Chris Paul. Chris Paul, tu sais qu'à la fin du contrat de DeAndre Ayton, c'est plus un mec Tom Van Bee, en fait. Enfin, bon, alors, je serais très surpris. Ce qui fait donc qu'en fait, on demande aussi à Ayton de rentabiliser ce contrat-là très très vite par rapport à un joueur dit normal où on se dit si les top 5 pivots année 3, année 4, c'est en fait le boulet est rempli. DeAndre Ayton, si les Suns veulent gagner rapidement, il doit être top 5 pivot année 2 en fait. Il y a peut-être ce truc-là où parfois les joueurs qu'on prolonge pour de tels montants deuxième contrat sont pas dans des équipes qui ont des considérations titres aussi axées. Après, par rapport au profil d'Ayton, je suis d'accord avec Tom, c'est un joueur qui a, en fait, il a validé beaucoup de cases. C'est pour ça que pour moi, dans cette affaire-là, c'est vraiment les Suns, en fait, sur lesquels il faut taper. C'est vraiment les Suns. Tu n'as pas à te poser cette question-là. Et je lisais les fans des Suns pendant ces mois-là, entre la fin de la fenêtre pour l'extension et maintenant. Il va revenir. Pensez aussi à la relation que vous établissez avec vos joueurs. Je repense beaucoup à nos premières années dans le podcast par rapport Tom parlait beaucoup de ça par rapport à Gordon Hayward, ce qui s'était passé avec Utah. La relation avait été impactée, brisée. Ouais.
tu as pas donné, alors Ayton va gagner beaucoup d'argent, plus que nous trois réunis dans toute notre vie et dans 100 vies peut-être, mais t'as mis une petite entaille dans la relation et c'est un truc que je ne comprends pas. Quand tu vises le titre, tu ne dois pas te poser ce genre de questions. Mais justement, en parlant de ceux qui ont fait s'écrouler le plan des Suns, qui sont les Pacers quand même, qui sont venus se glisser, puisque pour que il y ait que les Suns aient une offre à matcher, il faut que quelqu'un offre ce contrat à DeAndre Ayton, et de manière assez, j'ai envie de dire surprenante quand même, ce sont les Pacers qui ont décidé d'offrir ce contrat à Ayton, les Pacers qui ont un intérieur cité par Tom un peu plus tôt, le fameux profil théorique nommé Miles Turner. Est-ce que vraiment les Pacers pensaient, selon toi, Tom, associer Miles Turner et DeAndre Ayton? Pourquoi quand même mettre sur la table cette offre à DeAndre Ayton, à ton avis? Moi, je pense plus que Miles Turner, il ne fait plus partie du projet, ça c'est clair. Hein. Pour moi, c'est assez clair qu'il ne fait plus partie du projet. Et plutôt que de penser à associer, de voir comment ça fonctionnerait, Miles Turner, qui est souvent absent, et DeAndre Ayton, c'est plutôt comment aller matcher du coup Tyrese Haliburton et le type de pivot qui est DeAndre Ayton. Et pour moi, ça matchait du tonnerre, hein, puisque c'est le profil de DeAndre Ayton, c'est quelqu'un qui, pour moi, avec un playmaker et un joueur aussi créatif à la passe que Haliburton, ça allait bien marcher avec tout le spacing qu'il y a autour. Ce qui aurait manqué un peu à cette équipe-là, c'est, encore une fois, ce sont des ailiers, quoi. Mais globalement, avoir un axe comme ça où des joueurs sont plutôt jeunes, enfin, pas plutôt, des joueurs sont jeunes, qui ont déjà qui ont déjà été productifs, enfin, qui ont déjà produit à un certain niveau, quoi. Donc, je trouve que repartir sur une reconstruction avec ce combo-là, et encore une fois, Indiana, les pics de draft, c'est bien. Les joueurs qui sont bons et jeunes, c'est mieux. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est comme ça Indiana, hein. Ok, le jeu de dés, ok, c'est bien, mais par contre, quand tu as la possibilité d'avoir des jeunes qui sont déjà parmi les meilleurs à leur poste, à leur âge, enfin, si tu fais par exemple les joueurs de moins de 25 ans et que tu prends DeAndre Ayton et Tyrese Haliburton, ce sont des joueurs qui, à leur position, sont déjà très hauts. Et tu sais que t'as pas t'as des questions, tu auras des questions sur le plafond de ces joueurs-là, mais en termes de niveau plancher, tu sais que t'as un axe qui peut te permettre, si tu l'entoures bien, d'avoir potentiellement deux gars qui peuvent être All-Star et de viser les playoffs. En plus, un 5, t'as quelque chose de très mathématique, basketball à l'ancienne, très carré du côté de l'Indiana. Voilà, c'est ça. Avec Carles, tu vois, pour moi, c'est pas choquant. Donc, moi, je trouve que ça fait sens, peu importe ce qu'il y avait à côté du roster, de pouvoir récupérer, en fait, d'avoir deux jeunes forces, de ce niveau-là pour entamer ta reconstruction quand on connaît, en fait, le type de franchise qu'est Indiana. Donc, je trouve que ça faisait vraiment sens d'essayer de récupérer un talent de cet âge-là qui match la timeline de leur franchise player actuel qui est Haliburton. Je t'ai vu acquiescer, Ben. Tu souhaites rajouter quelque chose sur les Pacers ou... Deux choses. Ils ont fait une offre, mais c'était Brian Windhorst qui notait ça. C'est l'offer sheet la plus gentille de l'histoire des offer sheets. Oui, il y a pas c'est un 4 ans. Il n'y a pas de player option qui pourrait en faire un 3 ans déguisé. Il n'y a pas des paiements décalés qui auraient été compliqués. Il n'y a pas de trade kicker. Ils ont été sympas, les Pacers. Parce que ça avait été noté, c'était la deuxième offer sheet en 40 ans pour eux. Donc bon, ils sont pas habitués, visiblement. Deuxième chose, est-ce que Miles Turner est pas le joueur pour lequel il y a un écart le plus grand entre NBA Twitter, les fans NBA et les front office? Parce qu'il y a un moment où je pense que on se berce un peu tous d'illusions avec Miles Turner. Parce que le message envoyé, même si Tom, tu dis, il fait plus partie des plans, et je pense que c'est vrai, le message envoyé est quand même incroyable pour un joueur qui est sur le marché des transferts depuis combien de temps? 4 ans? 2 ans. Ouais. J'ai l'impression, je trouve que le message envoyé est très fort. Et je pense que tous on fantasme trop Miles Turner, en fait. Faut revoir nos ambitions à baisse sur ce joueur qui est toujours cité comme une potentielle arrivée dans une équipe qui est proche du titre, comme un protecteur de cercle, etc. Miles Turner a joué 89 matchs ces 2 dernières saisons. Il faut peut-être, je pense, revoir notre jugement sur ce joueur. C'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on reparle de Miles Turner. J'ai l'impression sur les derniers mois, quand même, c'est effectivement la théorie Miles Turner est plutôt intéressante, mais sur le terrain déjà, faudrait qu'il y soit pour que la théorie puisse se confirmer.
Donc voilà pour le cas Pacers, pardon. Et pour finir sur cette histoire, Ben, je sais que tu avais envie de rent, comme disent les Américains, sur la free agency restrictive. Donc je t'en prie, carte blanche. Non, je sais que Tom va m'expliquer par A plus B que c'est vraiment un système nécessaire, mais moi ça me voilà. ça m'énerve vraiment parce que c'est un jeu de dupes, cette free agency restrictive. Soit t'as le cas d'Andre Ayton, on l'a vu, c'était le cas autoporteur dont on avait parlé. Ça se résume à un mec qui va toquer à toutes les portes, prendre tous les avions Delta aux États-Unis pour qu'on lui donne le max et revenir dans la franchise de base parce qu'il sait qu'ils vont s'aligner. Soit c'est un autre jeu de dupes à type Lonzo où tu sais qu'il est restreint mais ils ne vont pas s'aligner dessus. Donc voilà, ces deux cas-là. Les mecs, s'ils veulent s'aligner, ils s'alignent tout le temps. Tyler Johnson, grande époque, ils sont alignés. Allen Crabbe, ils sont alignés. Ils s'alignent sur tout s'ils veulent s'aligner, les mecs. Donc, c'est un fantastique jeu de dupes qui n'a aucun intérêt. Je réfléchissais à ça cet après-midi. Je me disais, comment on peut faire pour changer ça? Est-ce qu'il faut que la qualifying offer, un peu à l'image de la NFL, soit tellement valorisée que les équipes aient peur de la donner et que du coup, elles soient obligées de donner le contrat plus tôt ou de mettre les mecs sur la free agency normal entre guillemets, mais la free agency restrictive est toujours été un système que je déteste. Et dernier point, hein, quand je déteste un truc en NBA, j'ai toujours une habitude, c'est essayer de l'expliquer à quelqu'un qui suit pas la NBA. Essayer d'expliquer à quelqu'un qui suit pas la NBA la logique du truc que c'est une autre équipe qui donne le contrat que tu vas payer pour un de tes futurs joueurs qui était chez toi avant. Ça n'a aucun sens. La parole est à la défense. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que le système est pas, je trouve que, la motivation, en fait, qui est derrière le fonctionnement de la restricted free agency, je le comprends, mais je trouve que le mécanisme est un peu bâtard, quoi. Parce que ça peut endommager, des relations. Quand tu vois, par exemple, tu vois, Colin Sexton, pardon. C'est le calme plat de son côté, on sait pas. On sait pas. Après, t'as aussi, encore une fois, des jeux de deep, par exemple, ce qui peut arriver, tu as parlé de la qualifying offer, Ben, et le fait que le joueur peut, après il peut prendre en fait sa qualifying offer et après jouer en étant agent libre tout court la saison d'après, tu vois, un peu comme ce qu'avait fait ce qu'avait fait Monroe à l'époque à Détroit où il avait pris l'année et du coup après il était parti libre, il avait entre guillemets racheté. Voilà, il avait entre guillemets racheté sa liberté. Mais le truc c'est que tu vois, t'as des mécanismes, par exemple les Kings avec Dante DiVincenzo, où vu qu'il faut que tu atteignes entre guillemets un critère de minutes jouées ou de matchs débutés, ben il faut que tu débutes un certain pourcentage des matchs, où il faut que tu aies joué tant de minutes pour on appelle ça les starter criteria, pour du coup avoir une qualifying offer plus haute. Et comme ça, si tu décides de prendre ta qualifying offer, du coup tu as le montant le plus haut. Mais en fait, tu vois, même avant, dans la 4e année, les franchises peuvent un peu embêter un joueur en faisant qu'il joue moins pour qu'il y ait moins d'argent si finalement il décide de prendre tu vois, sa qualifying offer ou des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est un mécanisme qui est un peu bâtard, mais c'est aussi la loi du marché de l'offre et de la demande, tu vois. Si tu fais le boulot avant et que tu arrives à sécuriser le joueur au prix que tu veux, puisque généralement la restricted free agency, soit le joueur est surpayé entre guillemets par son équipe par rapport au marché, simplement de peur qu'il parte, soit personne n'en veut et du coup l'équipe a tous les droits sur lui et lui il est obligé d'accepter l'offre qu'il veut, ou soit tu as une équipe qui fait une offer sheet simplement pour voir comment va réagir l'autre équipe et pour mettre des inclusions bizarres ou par exemple un 3+1 pour forcer l'équipe ou comme tu as dit tous les mécanismes à la autoporteur pour un peu embêter l'équipe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent quand tu regardes les dernières entre guillemets les agents libres qui n'ont pas été les derniers agents libres restreints qui n'ont pas été matchés. T'as eu par exemple Tyus Jones qui est passé de Memphis à Minnesota. T'as eu également Kyle Anderson qui est passé de Memphis à Minnesota. Et le dernier agent libre du coup qui a signé une offer sheet et qui a été matché, bah c'est Zach LaVine. Zach LaVine,
ton ami Adrien, qui était à l'époque où les Kings avaient refusé entre guillemets de prendre Luka Doncic parce qu'ils voulaient laisser la balle dans les mains de De'Aaron Fox. Ben, quelques semaines après, il balance une offer sheet à Zach LaVine pour qu'il soit le compagnon de backcourt à Donovan Mitchell, à De'Aaron Fox. Mais justement, je pense que c'est ça alors pas pour défendre la restricted free agency, mais pour essayer de donner un intérêt. Je pense qu'effectivement, il y a tout ce que vous avez cité, c'est notamment des défauts, des côtés un peu vicieux dans les relations équipe-joueur. Je pense que l'intérêt principal, il est entre les équipes, comme tu l'as dit Tom, de permettre théoriquement, en fait, à des petites équipes, en tout cas des équipes qui ont une place dans le salary cap, de mettre la pression sur les plus grosses, les contenders qui doivent payer à ce moment-là un joueur. Typiquement le cas d'Ayton, où tu es entre deux, est-ce que tu continues sur ta fenêtre ou non, à quel point tu as envie de le payer, et donc leur faire poser des questions à ces équipes-là sur leur capacité, ou en tout cas leur volonté à all-in, comme on disait, c'est-à-dire à vraiment mettre tous les deux dans le même panier et d'y aller à fond. Et donc théoriquement, ils peuvent, s'ils se posent la question et décident de répondre non, ça permet aux petites équipes de récupérer le joueur en question et donc de rééquilibrer la ligue dans la même idée que le principe de la draft, etc. Alors c'est très théorique et comme tu l'as dit Tom, dans les faits, dans l'application, ça n'arrive pas, ou très très peu, mais j'imagine que c'est ça la réflexion à la base autour de la RFA. Après moi, le plus gros problème que j'ai avec ça, c'est vraiment la notion de timing. C'est-à-dire que tu as le moratorium en fait, où tu es obligé d'attendre. Le problème en fait pour donner une offer sheet à un agent libre restreint. Un agent libre restreint, il faut attendre en fait la fin du moratorium. Sauf que tu dois attendre la fin du moratorium où tout le monde signe tout de suite pendant la période du moratorium. Tu as des accords de partout. Et ensuite, quand le moratorium est terminé, les gens commencent à signer. Là, tu peux faire signer ton offer sheet, mais entre-temps, ton cap space que tu veux utiliser pour signer l'offer sheet, ben t'as pas pu l'utiliser sur les autres joueurs qui ont quitté le marché en fait. Donc, si tu prévois de faire une offre à un agent libre restreint, en fait, il faut que tu aies accès de cap space pour recruter des joueurs à côté et avoir assez pour proposer l'offer sheet 6 jours après le début de la free agency en fait. Et c'est ça le gros problème avec la restricted free agency pour moi, c'est que non seulement tu dois attendre 6 jours et la fin de la période moratoire pour pouvoir faire ton offer sheet, et ensuite tu dois faire l'offer sheet, ton cap space est bloqué pendant 48 heures jusqu'à ce que l'équipe accepte ou non de matcher le joueur. Donc ça veut dire que si tu vises, t'as assez de cap space pour faire une offer sheet dans la restricted free agency, ça veut dire que ta première signature, ton premier mouvement, c'est après 8 jours. Et si l'équipe match, ben le marché est fini parce que après 8 jours de free agency, il reste plus rien. Oui, juste pour préciser pour ceux peut-être qui nous écoutent, ils ne savent pas, le moratorium, il y a une période moratoire, comme on dit, juste avant les signatures des contrats en NBA où les joueurs et les équipes peuvent discuter, passer des accords verbaux entre eux, mais par contre, il n'y a pas de signature de contrat. Et comme une offer sheet, c'est un contrat écrit, et ben forcément, ça arrive après cette période du moratoire, donc un peu plus tard. Et comme le dit Tom, là où les équipes ont commencé déjà à entamé leur cap space, en tout cas en termes d'accords verbaux. D'où les tweets de Wojnarowski ou de Shams Charania. Shams Charania, voilà, qui disent has agreed to, mais il n'a pas signé. Il est d'accord pour signer, mais il n'a pas signé. Voilà, la terminologie est très importante. Ben, est-ce que ça te va l'attaque frontale de Dunk Hebdo face à la restricted free agency? J'en suis parfaitement satisfait. Je vous dis vraiment, c'est vraiment un jeu de dupes parce que tu disais, Adrien, ça peut être la possibilité pour les petites équipes de se renforcer, mais en vrai, DeAndre Ayton, si les équipes ont déjà pris la décision le 1er juillet, en fait, je pense que tu t'alignes sur tout ce qui passe pour certains joueurs, en fait. Et si pour les petites équipes, la manière de se renforcer, c'est de surpayer un titulaire x15, je sais pas si c'est tellement positif pour eux. Et là où je trouve ça encore plus jeu de dupe, c'est que tu supprimes ce mécanisme de restricted free agency. DeAndre Ayton est signé avant le début de la saison. Parce qu'il est signé avant Donc, je pense vraiment la solution. Vous me faites comme un NFL, vous me faites le franchise tag sans pas pareil, où vous mettez la qualifying offer à la moyenne des 5 plus gros salaires, uniquement le franchise tag sur le montant, 5 plus gros salaires à la position. Et là, si les mecs, ils ont des qualifying offers à 32 millions,
je peux vous dire qu'Ayton, il adapte. Ils vont les prendre. Il prend pas sa free agency de la même manière. Et là, les franchises vont peut-être se dire, attends, mais en gros, c'est juste une année du contrat potentiel qu'il veut, donc est-ce que j'ai pas intérêt? Parce que là, Ayton, sa qualifying offer, elle a 16 millions. Il sait qu'il va perdre, il perd 15 millions par rapport à ce à quoi il peut prétendre. Par contre, si vous lui offrez une vraie année, première année de qualifying offer où il peut se dire, je suis jeune, je peux parier sur moi-même, là, ça a plus de sens. On verra les résultats, mais on doit terminer et Adrien doit parler des Bulls. Donc allons-y. Oui, mais quand même, pour finir, c'est quand même une logique de donner du pouvoir encore aux joueurs. Et comme c'est une question qui revient dernièrement sur le rapport de force entre les équipes et les joueurs, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra réévoquer dans un podcast futur. Mais comme tu l'as dit, on arrive à l'heure. Donc classiquement, j'ai l'impression pour cet été, on arrive à l'heure puis on fait un bonus. Donc le bonus ce soir, après les cas Ayton et Mitchell qui ont beaucoup fait parler, on en discutait un peu entre nous. On peut parler des Chicago Bulls qui justement, Tom, tu l'évoquais, sont les derniers à avoir un joueur qui avait eu une offer sheet matchée, Zach LaVine, mais pour le coup, là, il a juste prolongé chez nous, tout va bien. Les rumeurs, LaVar Ball, on salue LaVar Ball. Non, Zach LaVine a dit qu'il avait discuté avec personne d'autre puisque ça lui allait tout ce qui avait été proposé par les Bulls et que même ça lui aurait semblé même irrespectueux, je cite, d'aller parler à d'autres équipes. Donc on en est ravis, je pense parler pour à peu près tous les fans des Bulls. Les questions qui se posent ensuite, je sais pas si j'ai envie de vous laisser poser les questions ou si j'entame direct, mais effectivement, les questions, c'est qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on continue sur cette équipe, les histoires de blessures, beaucoup de choses. Je sais pas par où vous voulez attaquer, Tom, je t'en prie. On te laisse le choix. Ouais, c'est ça. Hein. Tu veux aller où? Moi, la question que j'ai, tu vois, par exemple, à la signature de Zach LaVine, alors c'est pas offensant, hein. Enfin, ne faut pas prendre ça mal ce que je vais dire, mais moi j'ai eu des vibes un peu de Joe Johnson en fait aux Hawks. C'est pas bien de se moquer, Ben. Non, mais c'est les Hawks. Je sais que Tom estime beaucoup Joe Johnson. Donc oui, les Hawks de Joe Johnson c'était une bonne équipe, mais tu vois c'était un mariage où tu te dis ok, pour l'instant ça fait sens. Mais combien de temps ça fera sens? Ouais, mais un peu forcé. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais d'un autre côté, je pense que du point de vue des gens alors qui que suivent les pigeons s'agitent. Ah, on salue le pigeon qui est toujours là avec nous. Du point de vue de ceux qui suivent les Bulls et des fans des Bulls, on est surtout sur le cas inverse de il y a quelques années de Jimmy Butler. Jimmy Butler parti parce que le front office n'avait pas voulu le payer et on l'a globalement, je pense, regretté. Je pense que nos amis Foreman et Paxson aussi, puisqu'ils n'ont plus l'emploi qu'ils avaient à l'époque. Donc là, on est parti sur le cas inverse. Et on se retrouve avec Zach LaVine, justement, un peu la question qu'on évoquait en début de podcast, du joueur qui est border top 20 entre 15 et 30, quoi, disons, en NBA, qui signe un max. La question, c'est, est-ce que sa valeur terrain vaut le max? Est-ce qu'il est au-dessus, en dessous, sur les prochaines années? Après, par rapport au fait que ce soit Karnizovas qui soit arrivé l'année dernière, ça fait sens de continuer dans ce projet-là. En plus, tu sors d'une saison avec des soucis, notamment de blessures, et on va y revenir. Moi, c'est mon problème principal. C'est la question numéro 1 du côté des Bulls, autour de Lonzo Ball notamment. Mais on sort d'une saison où on a eu beaucoup de blessures, mais finalement, si tu reviens sur les moments où il y avait le plus de monde et où ça se passait bien, tu as vu des Bulls compétitifs. Alors, un peu plus haut que leur valeur terrain réelle à la mi-saison, puisqu'on était tout en haut de la NBA. Mais finalement, tu as envie d'avoir ce groupe en entier. Tu peux être à l'écoute de ce qui va se passer. Tu as encore quelques assets. Je pense qu'il y a des noms qui circulent ici et là. Mais si tu peux avoir une saison avec LaVine non blessé, parce qu'il faut rappeler qu'il a fait une saison là où il était blessé en partie, Lonzo, Inch'Allah, et récupérer Patrick Williams qui a joué qu'une quinzaine. Non, pas du tout, mais Patrick Williams qui a joué qu'une quinzaine de matchs. Bon, on repart, on voit où on va et on évalue à la saison d'après. Ça me semble en tout cas raisonnable comme mouvement, comme choix. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que Vucevic est en fin de contrat, c'est pas déjà, en gros, t'es pas sur une saison où tu réévalues le projet et c'est la saison d'après que les décisions se feront. Parce qu'en soi, LaVine, c'est un peu comme le cas de beaucoup de joueurs dont on parle dans le podcast. Quand t'es un joueur de ce niveau-là, tu le signes, tu lui donnes l'argent. Enfin, tu réfléchis pas trop. Est-ce que c'est pas là la réévaluation qui va se faire? Parce que moi, j'avoue que avant de préparer le podcast, je regarde toujours la page basketball référence des mecs dont on va parler. Quand j'ai vu la page de Lonzo et le nombre de matchs joués, j'étais atterré. J'ai pas sorti la calculette. D'habitude, je l'aurais fait à l'ancienne. Mais le niveau d'inquiétude, il est haut, là, j'imagine. Ouais, surtout que les dernières nouvelles qui sont sorties cette semaine, c'était une inquiétude du côté des Bulls. Quand il réintensifie les entraînements, il a toujours des douleurs. Ils sont pas sûrs de le voir arriver
qui sont en forme au training camp. Donc après voilà, ce qui fait sens derrière, c'est l'autre signature qui a eu lieu. Alors il y a eu 2 signatures, on va dire, de joueurs qui vont contribuer l'année prochaine, qui sont Drummond pour faire le pivot remplaçant derrière Vucevic, et donc Goran Dragic qui a d'ailleurs lui-même dit qu'il a préféré signer aux Bulls parce qu'on lui a promis du temps de jeu et des responsabilités, et ça semble indiquer que du coup Lonzo devrait être limité, parce que si on regarde le nombre de guards du côté des Bulls, il y a du monde. Donc théoriquement Dragic il pourrait ne pas beaucoup jouer. Si on lui a promis qu'il allait jouer, c'est que probablement Lonzo Ball va être limité. Et est-ce que ça te rassure que Goran Dragic ait du temps de jeu? La question subsidiaire. Pas nécessairement, mais quand tu dois signer ton 2-3, enfin c'est-à-dire que si tu fais la liste des guards avec donc Lonzo, Caruso, Kobe White, qui sont les 3 et puis bon théoriquement Zach LaVine est aussi un guard, voilà. Et Ayo peut-être. Ayo Dosunmu effectivement qui a fait une super saison rookie. Là, Dragic c'est le 6e, il va prendre des responsabilités parce qu'il est aussi vétéran, etc. Que tu peux pas donner la main à Kobe White, ça je pense que le projet est abandonné pour tout le monde, sans souci. Ayo, on a vu ses premières limites, mais c'est normal, c'était un rookie. Bon, à ce prix-là, pour ce rôle-là, Goran Dragic c'est pas si mal quoi, finalement. Même si j'ai pas envie que Goran Dragic soit titulaire toute la saison, hein, évidemment, c'est pas le projet, je pense. C'est le minimum vétéran. Après, ce qui est un peu dommage, c'est le côté le fait que, enfin, vous ayez entre guillemets plus de flexibilité financière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes à 146 millions de salary cap, la luxury tax elle est à 150 et la prone tax si jamais vous êtes outcapé elle est à 156 millions. Et la problématique avec ça c'est que vous avez utilisé déjà, vous n'êtes pas encore outcapé, mais vous avez déjà utilisé une partie en fait de l'argent pour signer Drummond, puisque Drummond il est pas au minimum, vous l'avez signé avec une partie de la mid-level. Et le truc c'est que si vous dépassez en fait le montant de la mid-level classique, si vous déplacez entre guillemets le montant sur la mid-level classique, le montant de la taxpayer mid-level, vous êtes handicapé à la prone tax. Donc du coup vous avez très peu de flexibilité et notamment par exemple dans il y a par exemple des packages parfois qui sont donc qui sont peut-être discutés autour de combo Vucevic, Kobe White, qu'est-ce que ça peut acheter sur le marché, ou même Kobe White, contre quoi tu peux potentiellement l'échanger, mais du coup ça limite en fait la marge de manœuvre que peut avoir l'équipe, quoi. Ouais, l'erreur numéro 1, on va rajouter un contrat, c'était une partie de la biannual exception qui avait été utilisée sur Tristan Thompson. Moi, il est là, mon regret. Toute complète. Oui, bah c'est encore mieux. Écoute, donc voilà, donc cet argent-là qui aurait pu être utilisé notamment là, du coup sur Drummond, qui pour moi fait un peu plus de sens que Tristan Thompson, qui a quand même qui a eu une production plutôt limitée. Donc effectivement, là, on n'est pas sur une grande marge de manœuvre, mais d'a priori, je reviens sur cette histoire du projet Karnizovas. Depuis qu'on est là, l'idée, ça a été de remettre les Bulls au sein de la conférence Est, autour de des deuxièmes parties de tableau de play-off, de retrouver une certaine compétitivité et puis éventuellement une attractivité avec si tu comptes sur Zach LaVine qui progresse et puis enfin qui continue sa progression, qui retrouve en tout cas tous ses moyens. Peut-être ensuite la fin de contrat de Vooch, voir ce que tu pourras faire après. Effectivement, sur cette saison, là, tu pars sur, comme disait Ben, une année 2 de réévaluation. Il y aura aussi des questions à se poser sur la profondeur à l'aile, parce qu'on a perdu des Troy Brown et des joueurs comme ça, même si on a prolongé Derrick Jones Jr. et qu'il y a toujours Javonte Green et qu'il y a Patrick Williams. La question va aussi se poser là, c'est l'état de santé de Lonzo Ball. Quelle progression pour Patrick Williams? Et je pense que ce sont les deux grands thèmes, on va dire, de la saison des Bulls à venir. Et en fait, t'as vraiment l'impression que, tu vois, les Bulls avec Vucevic, ils sont un peu dans la même situation que sont les Wolves avec D'Lo. Oui, il y a un peu de ça, parce qu'il a une importance, alors pas que primordiale par rapport à pour le fonctionnement, à la veine et démarre, mais pour le fonctionnement offensif, parce qu'il y avait les Bulls qui étaient dans les rumeurs de Rudy Gobert, je me souviens, et j'en avais un peu parlé sur Twitter avec différents auditeurs, c'était assez intéressant. Mais offensivement, Vucevic, qui a ses limites comme tout le monde, mais il est quand même assez primordial, comme tu dis Tom, parce que on a besoin à des moments sur le terrain, c'est le seul mec qui apporte du spacing, la création post-haut, etc., sa capacité de passeur qui sont parfois sous-estimées, il est relativement important et c'est pas facile à trouver comme profil autour de quand tu as Demar DeRozan et Zach LaVine en fait comme principaux scoreurs, on va dire, autour de lui. De ton pivot. C'est-à-dire que quand tu regardes en gros le 5 majeur des Bulls, en fait, c'est uniquement à son poste que tu penses que
une amélioration en fait pourrait faire passer un palier à cette équipe là quoi. Et en même temps, quelle amélioration? C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui te créent une vraie amélioration par rapport à Vucevic. Ayton, en fait. Oui. D'André Ayton. On est sur cette range de pivot. Ben voilà, ça nous permet de boucler, mais cette range de pivot, Vucevic, tu l'as évoqué, Tom, qui est certes sur encore une fois, donc la pente descendante, on va dire, de la fin de carrière. Mais en même temps, tu les comptes sur les doigts d'une main. Les pivots qui t'apportent une progression par rapport à Vucevic, ils sont pas faciles à trouver et ils sont pas gratuits. Et en plus, tu cherches de la progression offensive. Tu cherches pas le truc que tout le monde veut, le Switch 5, 5 out. Tu veux pas ça. Tu veux un mec qui produit offensivement. Donc c'est encore plus rare. Enfin, c'est là où se pose la question de la progression de Patrick Williams pour savoir si offensivement il est meilleur, auquel cas tu peux te contenter d'un pivot un peu moins fort offensivement mais meilleur défensivement. Enfin, toute cette question. Puis il y a le rebond aussi qui a été une problématique du côté des Bulls. Donc c'est la vraie question du profil du pivot en NBA que tu peux payer en plus si c'est à 3, 4. Quatrième option. Sachant après, de l'autre côté, est-ce que tu veux être l'équipe qui va donner un contrat à Vucevic quand il aura 33 ans, quand il n'entamera pas cette saison-là, celle d'après? Réponse la saison prochaine. Ou pendant la saison, hein, d'ailleurs, s'il y a des mouvements, hein, parce qu'effectivement... Il peut être prolongé, oui. Il peut être prolongé, et puis il peut y avoir encore des transferts tout au long de la saison. Alors un peu moins pour DeAndre Ayton, pour finir par boucler, puisque une fois que l'offre a été matchée, il peut plus être transféré pendant combien? C'est 6 mois? Non, alors il peut plus être mis sur les rumeurs de transfert jusqu'au 15 janvier, tout simplement parce qu'il a été signé avec les Bird Rights. Par contre, à partir du 15 janvier, il peut être intégré dans les packages, mais il a du coup pas le droit d'aller à Indiana. Un pouvoir de veto, un pouvoir de veto en fait sur toutes les destinations. Et du coup, il peut pas aller à Indiana. C'est-à-dire qu'il peut être proposé à 29 équipes sauf Indiana parce que c'est Indiana qui a fait l'offer sheet. Et après, à la fin de la saison, du coup, ça ne trade clause temporaire, parce qu'on en a parlé pour Bradley Beal, t'as des notes contractuelles et des notes clauses temporaires, mais sa note clause temporaire se termine du coup au 1er juillet, et à partir du 1er juillet, il peut être envoyé partout. Voilà. Ça boucle bien, comme dirait l'autre. J'ai pas tout compris, mais ça boucle bien. Et effectivement, c'est, en gros, c'est pas Bradley Beal, Adrien. Voilà, c'est ça. Voilà. Effectivement, c'est pas Bradley Beal. On a plus parlé pivot. Donc, je pense que comme ça, on a fait le tour du podcast de cette semaine. Hein, que forcément, on va continuer de suivre ces affaires, l'actualité. Pour cet été, évidemment, on risque aussi de faire des podcasts un peu plus théoriques, comme on aime bien faire chez Dunk Hebdo. On l'a évoqué. Hein, peut-être qu'on parlera de la valeur des pics. Peut-être qu'on reparlera héliocentrisme. Évidemment, le DH20 tant attendu à la rentrée, qui va beaucoup faire partie. Et Ben, avant de conclure, est-ce que tu veux faire un rappel recrutement ou pas? Très bonne idée. Il est trop fort. C'est pour ça il est excellent. Je l'ai dit. C'est pour ça qu'il faut lui mettre le contrat max. C'est pour ça on met le max et on n'attend même pas. On met le max. Boum. Dès à la seconde on a pu mettre le max, il était déjà signé, envoyé à nos avocats et diverses. J'en parlerai à mon agent. Notaire. C'est Mark Balterstein. Oui, on recrute. Alors il y a eu beaucoup de mouvements. Vous avez été nombreux à répondre, donc on vous en remercie. On recrute du coup. Vous pouvez nous contacter par mail dunkebdo comme le nom du podcast, pas de majuscule, etc. @gmail.com. Les infos sur notre compte Twitter. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous renvoie une encyclopédie où je vous explique un peu tout ce qui se passe et puis vous explique un peu le fonctionnement de tout ça. Je m'excuse pour ceux qui m'ont envoyé des mails, etc. Il y en a beaucoup plus que ce que j'avais anticipé, donc ça prend un peu de temps, mais je réponds dès que je peux, je réponds à tout le monde. Et mis à part ça, il faut aussi préciser que on va bientôt faire ce qu'on va appeler le jubilé d'Alan Guillou, donc on va bientôt faire une FAQ, donc probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. N'hésitez pas déjà à commencer à nous envoyer des questions, mais contrairement au FAQ d'habitude, on veut des questions estival hors basket. Voilà. Ah, très bien, des questions hors sujet, en exclusivité pour nous aussi, hein. On l'apprend en direct. On ne savait pas. Et bien alors, on va couper ça au montage. J'aurais dû prévenir. Non, mais non. Non, c'est pas grave. Mais non, bien sûr. Tant mieux. On se préparera comme ça. Effectivement, donc envoyez les questions. Vous pouvez les envoyer sur Twitter, hein, aussi directement. Vous n'êtes pas obligé de charger la boîte mail. Parce qu'effectivement, le podcast en lui-même est déjà chronophage. On voudrait pas que le pauvre Ben fasse je sais pas, qu'il arrive au bout de ses forces pour cet été.
Donc effectivement, n'hésitez pas. Merci à ceux qui nous suivent depuis un moment, à ceux aussi qui vont postuler. N'hésitez pas aussi sur les plateformes de podcast à mettre les petites notes, que ce soit des étoiles, des cœurs, peu importe la forme, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Et puis merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. On se retrouve donc a priori la semaine prochaine. On fait comme ça. Exactement. Salut. Buvez de l'eau. Salut. C'est important.